Avant de parler du plan justement dévoilé ce matin par Ursula von der Leyen pour mobiliser près de 800 milliards d'euros, je le rappelle, pour la défense européenne, écoutez ce qu'en pense Raphaël Glucksmann, eurodéputé PS. Il était ce matin sur BFM TV. Je rappelle qu'Emmanuel Macron s'est dit prêt à ouvrir la discussion sur la dissuasion nucléaire européenne. La France peut être le leader de la construction européenne. Et oui, il y a la question de la dissuasion nucléaire française sur la table. Ce ne sera jamais un partage. On ne peut pas partager à 27 une décision sur l'utilisation ou non de la puissance nucléaire, mais c'est une extension du parapluie nucléaire français au reste du continent européen. L'ONU, de toute façon, est hors jeu depuis le début de la guerre, puisque vous avez la Russie qui siège au Conseil de sécurité et qui bloquait toute forme d'initiative du Conseil de sécurité pour faire respecter la charte même de l'ONU. Donc, arrêtons de parler de choses qui n'ont pas d'importance en l'occurrence, c'est-à-dire l'ONU. Donc, le siège ou pas au Conseil de sécurité, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce que nous, Européens, on va construire notre propre défense, notre propre parapluie. Vous savez, c'est la fin de l'Europe Tanguy. Vous avez vu le film Tanguy? Là, en fait, l'Europe a voulu rester dans le lit de l'oncle Sam pendant tout ce temps-là. Et l'oncle Sam s'est barré, s'est cassé, et désormais, maintenant, on est tout seul dans la rue, donc il faut qu'on se construise une maison. Voilà, Raphaël Glucksmann, c'est la fin de l'Europe Tanguy. C'est la punchline. Il n'a pas complètement tort, mais que les gens comme Raphaël Glucksmann n'ont-ils pas fait pendant toutes ces années? J'ai quand même un peu de mal, si vous voulez, à faire confiance à des gens comme Madame von der Leyen, par exemple, ou à des européistes convaincus qui ont désarmé l'Europe pendant des décennies, et croire que les mêmes vont aujourd'hui réarmer l'Europe. C'est quand même bizarre, vous voyez. Si vous faites venir chez vous un plombier qui fait n'importe quoi, qui détruit vos canalisations, vous n'allez pas lui dire, bien cher ami, comme vous avez très bien travaillé, maintenant vous allez refaire toutes les canalisations. Là, c'est pareil. Madame von der Leyen, il y a encore quelques mois, la clairvoyante Madame von der Leyen nous disait: pas besoin de défense européenne, nous avons l'OTAN. Les Allemands, il y a encore pas si longtemps, ils commandaient les avions américains pour tout faire sauf commander français. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de préférence d'achat d'armes en Europe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une préférence européenne des achats des armes? Pourquoi est-ce que dès que la France a voulu investir dans sa défense, dans sa sécurité, la Commission a dit non, surtout pas, n'investissez pas vous les Français? Pourquoi les autres pays européens ont préféré confier leur sécurité aux Américains que aux Français? Pourquoi? Donc, à un moment donné, si vous voulez, moi l'analyse de Monsieur Glucksmann, elle est très juste aujourd'hui, mais comme celle de Madame von der Leyen, elle est très juste. Il y a plein de gens qui disent des choses très justes, mais ils ont attendu que Donald Trump nous dise « débrouillez-vous » pour être poli, que Donald Trump nous mette face à nos responsabilités, à notre impéritie, pour éventuellement prendre des mesures. Donc non, il fallait avoir dès le début une lecture gaullienne et gaulliste de la défense européenne et française, que la France ait un rôle de locomotive des autres nations européennes, moi je trouve ça très bien, mais on n'a pas besoin de l'UE fédéraliste pour ça. Oui, mais moi j'espère qu'Emmanuel Macron, et les déclarations de Sébastien Lecornu m'ont assez plu ces derniers temps, j'espère qu'Emmanuel Macron va avoir cette idée de dire, nous faisons une Europe des nations de la défense. Mais c'est pas ce qu'il dit. Pas une Europe fédéraliste, parce que je termine Jean-Claude, parce que si on confie à la Commission européenne le soin de nous défendre, ou de choisir quand appuyer sur quel bouton et quand mobiliser telle troupe, franchement c'est l'armée mexicaine et on a perdu tout de suite. Moi j'ai pas envie de Madame von der Leyen comme chef de l'état-major des armées. Avec moi qu'on va pas faire de pronostic sur l'évolution de la situation, mais ce sera très difficile, parce qu'on est mal habitué en effet à accepter au fond que l'oncle Sam avec ses dollars et ses moyens nous serve de protecteur suprême. Là où je suis en désaccord avec Glucksmann, c'est que autant le début de sa démonstration est bonne, son analyse est bonne, autant sur la fin, bye bye oncle Sam, c'est pas souhaitable. Et évidemment, il va falloir revoir, il faut souhaiter longue vie à l'OTAN, il faut qu'elle continue d'exister avec, c'est une façon de faire, une organisation différente. L'Europe de la défense, il va falloir 20 ans. Mais c'est ça va être extraordinairement et ça va coûter difficile. cher. Vous avez vu ce plan dévoilé donc ce matin mais quel plan? Mais où elle prend la 800 milliards d'euros. 800 elle milliards n'a même pas la compétence pour faire ça. Et elle dit le premier pilier de ce plan prévoit de mettre quelques 150 milliards de prêts à disposition des 27 pays de l'Union européenne pour financer le renforcement des capacités de défense en Europe. Mais là aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de la dette publique, je le rappelle. Son pouvoir. C'est la même commission qui a dit à la Banque Centrale Européenne, ne prêtez pas directement aux États, ne finançons pas trop l'investissement des États membres, etc. Donc elle dit sans souci du respect des règles budgétaires qui les obligent à limiter leur déficit public à 3% de leur PIB. C'est quand même rigolo. Donc là maintenant, ça y est, on a le droit de sortir des 3% du PIB pour notre investissement. Il considère que c'est une situation exceptionnelle. Évidemment que c'est exceptionnel, mais je vais vous dire une chose, on devrait s'asseoir sur les 3% depuis des années. On devrait s'en moquer. Aujourd'hui, on a 2% de points de PIB d'investissement militaire en France. C'est moins, par exemple, que les Polonais, c'est moins que les Grecs, c'est moins que les Américains.
américains. Donc il faut évidemment qu'on monte à beaucoup plus. Un peu avant l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, dans les années 50, de mémoire, on était aux alentours de 7-8% de points de PIB consacrés à notre défense. Il faut revenir à des niveaux beaucoup plus importants que 2%. On peut passer peut-être à 4, à 5, mais il faut financer ça. Et même, je vais vous dire, ça peut même être bon pour l'économie, ça peut même être bon pour la croissance. Mais ce que vous dites aussi, c'est que finalement, c'est fait dans l'urgence et que c'est pas... Parce qu'on a Safran, parce qu'on a Dassault. Toutes ces entreprises, si elles ont le carnet de commandes qui monte et que les Allemands, plutôt que se fournir aux États-Unis, ils achètent Thales, ils achètent Safran, ils achètent Dassault, eh ben, peut-être que aussi pour notre croissance, ça va être meilleur. Donc, à un moment donné, quand il y a la raison économique, la raison diplomatique... Est-ce qu'ils ont envie, les Allemands, d'acheter français ? Avec Merz, je pense que ça va changer avec le nouveau chancelier allemand. Parce que l'Amérique était une ombrelle, un parapluie qui était formidable pour les Allemands et qui, en échange, commandait évidemment américains. Ils ont encore commandé récemment des F-35, comme d'ailleurs la plupart des pays européens. C'est pour ça que la bataille pour bâtir, je dirais même pas, j'ose à peine employer le mot défense européenne, au moins créer une architecture avec quelques pays, pas les 27. C'est inenvisageable. Au moins quelques pays solides qui ont une vision claire des choses en accord avec les États-Unis, revoir le fonctionnement de l'OTAN, réorganiser sa prise de décision et regarder le monde. Et casser sa tirelire, justement. Alors, comment trouver les sous ? Eh ben justement, tiens, Gabriel Attal, ça ne vous a pas échappé. Chef de file des députés PRR, il a proposé hier à l'Assemblée nationale d'utiliser les avoirs russes qui sont gelés pour financer l'aide à l'Ukraine, ce qui n'est pas la position du ministre de l'économie, Éric Lombard. Écoutez-le tous les deux, c'était ce matin. Il y a urgence à ce que l'Europe augmente son soutien militaire à l'Ukraine. C'est de cette manière que nous pourrons pallier un éventuel désengagement américain. C'est ainsi que l'Ukraine pourra continuer la résistance, si on veut lui imposer une paix factice. Et pour financer ce soutien supplémentaire, je crois que nous devons reconsidérer notre position, la position de la France, sur les avoirs russes gelés. Je comprends bien les préventions de certains et je les ai moi-même partagées. Mais la situation a changé. La menace a franchi un nouveau palier. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. La position de la France, c'est que ces avoirs russes sont des avoirs qui appartiennent notamment à la Banque centrale de Russie. Je rappelle que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Dans le règlement du conflit, le président de la République a déjà dit que la Russie devait contribuer aux réparations des dommages qu'elle a causés, parce que je rappelle que c'est la Russie qui est l'agresseur. Et donc, ces avoirs, dans le cadre du règlement, pourraient, si le règlement y conclut, mais ça peut pas être des avoirs qui seraient capturés, parce que ça, ce serait un acte qui serait contraire. Ce serait pas un acte de guerre, mais ce serait un acte qui est contraire aux accords internationaux auxquels la France et l'Europe ont souscrit. Voilà, donc Éric Lombard, le ministre de l'économie, est juste avant Gabriel Attal. Réaction, Paul Melun. Est-ce qu'il faut utiliser ces avoirs russes gelés ? Non, je pense pas, c'est très dangereux. On utilise déjà les intérêts de ces avoirs, qui ont été gelés. C'est-à-dire que dès lors qu'ils dégagent des intérêts bancaires, etc., comme un placement, on prend ce qui dépasse et on s'en sert pour le donner à l'Ukraine. Mais si on prend tous ces avoirs gelés, c'est un casus belli économique. Ça veut dire, et d'ailleurs en plus c'est aussi un très mauvais signal envoyé à tous ceux qui ont des avoirs de par-delà nos frontières en Europe, ça veut dire, à un moment donné, on peut prendre vos sous. Alors là, il n'y a rien de pire si vous voulez casser la conscience économique et financière dans le monde vis-à-vis de l'Europe. Donc je pense que c'est une très 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 mauvaise solution, surtout dans le contexte de désengagement des États-Unis d'Amérique en Ukraine. Il y a d'autres moyens de soutenir l'Ukraine que de toucher, selon moi, aux avoirs gelés. Mais on va faire... Benjamin Haddad précise que ça a toujours fait partie des leviers dont on dispose dans un rapport de force avec la Russie. Levier, je comprends pas. D'utiliser ces avoirs russes, quoi. Oui, mais je crois que là, même juridiquement, je crois qu'on n'a pas une posture, une position très 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 ferme et très solide. Je pense, en revanche, alors que Madame von der Leyen, qui a envie de se rattraper, comme tu disais tout à l'heure, lâche les 800 milliards en disant ça va être très spectaculaire. D'abord, elle a aucune compétence pour lâcher un chiffre pareil. En réalité, ça peut se terminer, peut-être, si les Européens le décident dans quelques heures ou dans quelques jours, ça peut se terminer par un emprunt. Alors on va ajouter, vous me direz, les dettes de l'emprunt aux 3300 milliards qui sont déjà, nous, notre montant de dette considérable. J'espère, j'en sais trop rien. Je pense que la gravité de la situation militaire peut éventuellement faire oublier et nous gagner un peu de temps sur notre incapacité à gérer convenablement notre budget. 3300 milliards de dettes, il faudrait en rajouter quelques dizaines ou quelques 20, 30, 40 ou 50
pour commencer à requinquer un peu notre armée qui, pour l'instant, n'est pas formatée du tout pour faire face à une éventuelle intervention soviétique. Mais alors, si c'est pas possible, effectivement, ou si c'est compliqué, ou si voilà, ça, toutes les verrous qu'on a évoqués ensemble, pourquoi est-ce que, selon vous, Gabriel Attal le fait, parce qu'il fait à l'Assemblée nationale? Il a besoin d'exister, il a court d'arguments. Il essaie de trouver des leviers dans son esprit certainement innovants pour montrer qu'il y aurait des choses à mettre en place pour soutenir davantage l'Ukraine au plan financier. Mais il aurait pu en citer d'autres. Ça et là, un certain nombre d'intervenants politiques nous parlent de l'épargne des Français, par exemple. Alors ça, vous savez, c'est le grand tabou. C'est-à-dire que les Français sont de bons épargnants et nous avons beaucoup d'épargne. Ça dépasse même d'ailleurs les 3 300 milliards de dettes. Donc, on pourrait émettre un emprunt auprès de cette épargne des Français pour pouvoir financer une partie de notre effort de guerre. C'est-à-dire que c'est comme la fiscalité. C'est-à-dire que si les Français veulent consentir sur leur budget, que ce soit par la fiscalité ou par l'épargne, à l'effort de guerre, à l'effort militaire, c'est pas tout à fait la même chose que quand c'est pour payer. On a eu un débat ici sur l'AFD. C'est pas comme quand on fait de la théorie du genre dans l'hémisphère sud. On fait un emprunt spécifique. Giscard l'avait fait il y a quelques années. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait à étudier. L'épargne, en tout cas, le livret A, c'est partie des pistes qui sont évoquées. Ça, c'est une piste qui me paraît plus intéressante, si vous voulez, que les avoirs gelés russes. C'est-à-dire que quand il y a un effort de guerre, il faut aussi le consentement et la souveraineté populaire. Si les Français, et je pense qu'il y a une majorité des Français qui sont quand même inquiets de ce qui se passe, pas seulement avec la Russie, demain il peut y avoir d'autres ennemis. Ceux qui pensent que nous n'avons plus d'ennemis et que nous sommes en paix et que c'est Francis Fukuyama la fin de l'histoire, etc., se trompent lourdement. Nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. Nous sommes à l'aune de grands conflits mondiaux. Donc l'Europe doit s'armer. Les Français sont très intelligents, ils savent le comprendre. Et comment est-ce qu'on peut financer cet effort de guerre? Moi, je pense que ça mérite, en tout cas, d'être un débat posé économiquement. Modestement, je dirais que c'est pas par un retour de la retraite à 62 ans. Ouais. Mais je passe parce que là, je me rends compte que je suis un peu superficiel. Néanmoins, travailler plus va être de plus en plus d'actualité et une absolue nécessité. Cela étant, cher ami, il faut pas se tromper. Notre discussion de ce jour, peut-être un peu brouillonne, illustre quoi? Merci. Mais non, elle est passionnelle. J'ai dit peut-être. Non, je plaisante. Voilà. Mais illustre quoi? Le fait qu'on est dans une mouise, je reprends mon acception, et dans une mouise profonde, et qu'honnêtement, les solutions aux difficultés qui nous assaillent vont pas être faites.